sous-décalage du segment ST. Tout à l'heure, vous avez dit que c'était un infarctus. C'est important, c'est quelqu'un de 35 ans qui vient pour une douleur thoracique. Est-ce que c'est un infarctus ou est-ce que ce n'est pas un infarctus? Donc il y a des petits arguments qui permettent de différencier. Alors dans le doute extrême, on fera quand même une coronarographie. Outre le contexte clinique qui est le syndrome inflammatoire, vous avez des aspects électrocardiographiques qui est le sous-décalage du segment PR. Je vous ai dit que tout à l'heure, le segment PR était isoélectrique, mais dans la péricardite, vous pouvez avoir un sous-décalage. Sous-décalage du segment PR, sus-décalage du segment ST, des troubles de la repolarisation de l'onde T qui se négativent. Alors en général, c'est plusieurs jours après le début, hein, mais si vous voyez le patient 48 heures après le début de ses douleurs, vous pouvez déjà avoir des troubles de la polarisation avec de l'ischémie sous épi. Et surtout, ce qui est très évocateur, c'est le caractère diffus des troubles. Dans l'infarctus, vous êtes assez limité à certains segments en fonction de l'artère occluse, alors que dans la péricardite, vous avez D1, D2, D3, V5. Voilà, c'est surtout l'électrocardiogramme, vous avez ces anomalies qui sont soit le sus-décalage, soit le T négatif, soit le sous-décalage du PR. Mais encore une fois, ce sont des diagnostics qui ont une telle incidence thérapeutique que l'on est parfois dans le doute amené à faire des coronarographies ou éventuellement on peut faire une IRM, mais enfin c'est plus actuellement pour le moment c'est plus facile d'avoir une coro qu'une IRM en urgence. Donc l'électrocardiogramme simple sur la morphologie des différents accidents vous permet de faire des diagnostics de cardiopathie structurelle, on a vu, hypertrophie, infarctus, ou électrique, c'est-à-dire des canalopathies, comme par exemple le syndrome du QT long. Alors ici, bien sûr, l'électrocardiogramme va aussi vous permettre d'analyser ce fameux tissu de conduction spécialisé et vous pouvez voir si ce tissu a une dégénérescence. Donc vous pouvez avoir des blocs de branches, une anomalie de ces fameuses branches du tronc du faisceau de His. Et vous pouvez avoir une anomalie de la branche gauche ou de la branche droite. Alors là aussi, il faut connaître quand même la morphologie. Hein, ce n'est pas très compliqué. Donc, en cas de bloc de branche gauche, eh bien, vous aurez un aspect d'élargissement du QRS. La définition du bloc de branche, c'est donc supérieur à 120 millisecondes, avec surtout un retard à la déflexion de la déflexion intrasaccoïde. La déflexion intrasaccoïde, c'est le début du QRS au pic du QRS. Alors c'est rarement comme ça, un petit peu pointu. Hein. Vous avez un aspect plutôt un peu arrondi, donc avec un monopic, et vous calculez le délai entre ici le début du QRS et ce pic, qui est inférieur à 55 millisecondes. Donc si c'est supérieur, ça vous signe le bloc de branche. Après, ce qu'on fait, c'est qu'on mesure habituellement la durée globale du QRS. Au-dessus de 120 millisecondes, il y aura cet aspect, le bloc de branche. Et vous avez un aspect, donc, ici, en V1, un aspect tout petit r grand S ou surtout QS. C'est-à-dire pas du tout d'onde d'air. Et là, c'est vrai que l'onde d'air est peut-être un tout petit peu plus ample. Néanmoins, le QRS étant large, on a le droit de parler de bloc de branche gauche. Et puis en V6, vous avez, et en D1, V6, vous avez cet aspect typique de QRS qui est large, avec un retard à la déflexion intrasaccoïde et entièrement positif. C'est bien différent de cet électrocardiogramme, où vous avez ici un aspect typique en V1 de, ça c'est quoi? Ça s'appelle comment cet aspect-là? R, S, R'. Hein? Donc un aspect R, S, R' en V1, bien sûr un allongement de la durée du QRS à plus de 120 millisecondes, et bien sûr aussi un retard à la déflexion intrasaccoïde, c'est-à-dire le début du QRS avec le pic du QRS, et là il faut que ça soit supérieur à 30 millisecondes pour parler d'un bloc de branche droit. Donc vous avez le délai total, la durée totale du QRS, le retard à la déflexion intrasaccoïde et la morphologie qui va vous permettre de dire que c'est un bloc de branche droit, avec en D1V6 une onde S
plus importante. Normalement, il n'y a pas d'onde S en D1V6. Donc le fait d'avoir une petite onde S va dans le sens du bloc de branche droit. Là aussi, c'est deux aspects qu'il faut vous mettre dans l'œil. Hein. Vous voyez que ce n'est pas du tout la même chose, parce que c'est important, et vous le verrez dans le module de cardiologie. Alors ça, c'est vraiment typique. C'est quoi? Le QRS, il est fin ou large? Il est large, hein, il fait, alors vous ne le voyez pas, 1, 2, 3, 4 petits carreaux. 4 petits carreaux, ça fait combien? 160 millisecondes. Donc le délai, là, il fait un carreau, il fait 2 carreaux entre le début du QRS ici et le sommet du QRS. Donc 2 carreaux, ça vous fait 80 millisecondes, qui est supérieur à 55. Donc là, vous avez défini le bloc de branche gauche. Et vous avez en plus l'aspect morphologique typique, où contrairement à ce que je vous ai montré tout à l'heure, ici, vous n'avez pas du tout d'onde d'air. Vous avez un aspect QS complet en V1 et un aspect R exclusif en V6, de la même façon que D1. D'accord? Donc vous avez le droit à avoir une petite onde d'air, mais vous avez souvent l'absence d'onde d'air absolue en V1. Par contre, donc une négativité exclusive en V1 et positivité exclusive en V6. Hein? Le durée, la déflexion intracécoïde et la morphologie. Ça, c'est quoi? Oh, c'est facile. Hein? Est-ce que c'est pareil que ça? Regardez V1. V1 sur celui-là et V1 sur celui-là. C'est pas du tout pareil, hein, les accidents. Il y en a un qui est complètement négatif, c'est-à-dire ça va vers le bas, et l'autre qui est essentiellement complètement positif, qui va vers le haut. Donc, ça, hein. Donc là aussi, vous décrivez, c'est une petite onde R, une petite onde S et une grande onde R'. SRR', avec bien sûr une durée complexe du QRS supérieure à 120 et un retard à la déflexion intracécoïde en V1. Hein? OK, donc mettez-vous ça dans l'œil, ça vous sera utile, parce que quand vous avez comme ça un jour un aspect de bloc droit et un autre jour un aspect de bloc gauche, ça s'appelle un bloc alternant, et ce sont des gens qui risquent de faire des syncopes, des arrêts du cœur, donc il faut aux urgences reconnaître les aspects de bloc de branche. Une anomalie que vous pouvez voir aussi sur l'électrocardiogramme de surface, eh bien, c'est la présence d'un petit bout de tissu surnuméraire entre oreillette et ventricule. Je vous ai dit qu'il n'y avait que normalement le nœud du auriculo-ventriculaire et le faisceau de His qui permet de connecter oreillette et ventricule. Eh bien, quelquefois, il y a un petit bout de tissu résiduel qu'on appelle voie accessoire, ou Kent ou Wolff-Parkinson-White sont des synonymes, qui connectent oreillette et ventricule et qui permettent d'activer rapidement un des deux ventricules, de façon donc avant qu'il soit dépolarisé par les voies normales. Et donc, ceci donne une activation ventriculaire au cours de l'espace PR habituel, donc ça donne un PR court. Ça donne un PR court parce que l'influx passe par là et court-circuite le nœud auriculo-ventriculaire et le faisceau de His. Donc vous allez avoir une activation du ventricule droit plus précoce que celle du ventricule gauche. Vous aurez cet petit accident que l'on appelle une onde delta. Donc PR court, ça veut dire inférieur à 120 millisecondes. Cette espèce d'embattement du QRS qu'on appelle l'onde delta. Et chez quelqu'un qui vient de faire des palpitations, qui a fait une syncope, vous voyez cet aspect-là, vous posez le diagnostic sur le seul électrocardiogramme de son anomalie qui donne le trouble du rythme. Alors, vous me donnez 5 minutes de plus pour les problèmes techniques. Allez-y, faites le diagnostic. Faites le diagnostic parce que ça, c'est super facile à corriger le jour de l'examen. Alors, encore une fois, vous analysez l'électrocardiogramme. Vous apprenez, à chaque fois que vous avez un électrocardiogramme, quand vous serez dans un service, et surtout si vous êtes en service de cardio, on vous demandera peut-être de faire les électros. Vous faites un électro, et puis avant de le remettre dans le dossier, vous le prenez, vous asseyez 5 minutes et dites « je fais une analyse et je fais un diagnostic ». Et puis après, vous allez voir votre interne et vous dites « dis donc, moi je pense que c'est ça. Est-ce que j'ai raison ou est-ce que j'ai tort ?» Faites-le parce que au début, ça va vous sembler impossible. Et quand vous en aurez vu 2000, 10 000, à ce moment-là, vous ferez des diagnostics beaucoup plus facilement. Vous souriez, mais calculer le nombre d'électros qu'on voit dans une vie de docteur, c'est énorme. Et à force de les voir,
À force de les regarder, c'est-à-dire qu'il faut les regarder. Alors, bon, une mauvaise blague, je dis que normalement, il faut regarder ça comme une jolie fille, il ne faut pas prendre du temps, hein, bien regarder. Et à ce moment-là, vous avez un bon diagnostic. Donc là, qu'est-ce qu'on regarde? On regarde l'accident auriculaire, vous avez une onde P, l'accident ventriculaire, un QRS, l'accident auriculaire, une onde P, l'accident auriculaire, ventriculaire, un QRS. Donc là, vous avez autant d'activité auriculaire que de ventricule. On est d'accord? Parce qu'on a une conduction 1 sur 1, une oreillette, un ventricule, une oreillette, un ventricule. Ouais, vous allez me dire alors, c'est pas intéressant, c'est un électrocardiogramme en rythme sinusal. Alors oui, il est en rythme sinusal, mais il y a quand même quelque chose. Quelle est la durée entre l'onde P et le QRS? Là, vous avez un grand carreau. Un grand carreau, on a ces 5 petits carreaux. On a dit que ça faisait combien un grand carreau? 200 millisecondes. Donc il y a un grand carreau, et puis il y a encore 3 petits carreaux. Donc ça fait en dessous 8 petits carreaux à 40. 4 fois 8, 32, ça fait 320 millisecondes. Donc le délai entre le début de l'onde P et le début du QRS, 320 millisecondes, c'est normal? Ah, c'est combien? Bravo! Ça, c'est une réponse. C'est... Alors, c'est 120. En dessous de 120, on évoque ce qu'on vient de voir tout à l'heure, le Wolf, Parkinson-White, parce qu'il y a cette espèce de court-circuit. Donc la normale, c'est de 120 jusqu'à... Parce qu'en médecine, il y a quand même des normes. Hein. Enfin, les normes ont des espèces de... C'est pas une seule valeur. Ça va de 120 à 200. Donc de 120 à 200, on estime que la valeur est normale. Ça dépend si le patient fait un effort, etc. Donc au-dessus de 200 millisecondes, on parle de BAV1, bloc auriculo-ventriculaire du premier degré. Bloc auriculo-ventriculaire du premier degré. C'est-à-dire que l'influx met du temps, plus de temps qu'il ne faut pour passer de l'oreillette au ventricule, et notamment parce qu'il est ralenti dans le nœud auriculo-ventriculaire ou le tronc du faisceau de His. Les cellules sont malades, elles ne conduisent pas bien, donc ça met plus de temps. Donc vous avez un PR long, bloc du premier degré. Ce n'est pas dramatique, mais il faut savoir le dépister, notamment si le patient a fait une syncope. Et donc vous verrez après à quoi c'est dû. Ça peut être les médicaments, ça peut être un sujet jeune très sportif, peut avoir ça, notamment la nuit. Bloc auriculo-ventriculaire du premier degré. Toutes les ondes P conduisent, mais avec un délai long. Là, vous reprenez l'analyse à chaque fois. Allez, il faut du courage. Donc ici, vous voyez une onde P, un QRS, une onde P, un QRS, une onde P. Qu'est-ce qui manque? Le QRS. Ben, vous voyez, vous êtes vachement fort en rythmologie. Donc il n'y a pas de QRS derrière l'onde P. Donc quand il y a un QRS qui manque, comme ça, parce qu'après ça reprend, hein, PQRS, PQRS. Donc de temps en temps, il y a une onde P non suivie d'un QRS. Ça s'appelle un bloc auriculo-ventriculaire du deuxième degré. Le premier degré, c'est un QRS derrière chaque oreillette. Là, de temps en temps, il manque un QRS derrière une oreillette. Le bloc auriculo-ventriculaire du deuxième degré, il se divise en deux. Alors, à l'époque, on donnait le nom des médecins à tous. Quand ils décrivaient une anomalie, on donnait le nom du médecin qui l'avait décrit à cette anomalie. Donc le bloc auriculo-ventriculaire du deuxième degré se divise en blocs de Mobitz 1, parce que c'est le docteur Mobitz qui avait trouvé ça, et en Mobitz 2. Comment est-ce qu'on fait la différence? Alors, ce n'est pas aussi uniquement pour la gloire du docteur, c'est que ça apporte un vrai renseignement, on va le voir tout à l'heure. Comment on fait la différence entre Mobitz 1 et Mobitz 2? Eh bien ici, si vous regardez le délai entre l'onde P et le QRS, il a une certaine valeur qui doit être, disons, à 180 millisecondes. Ici, vous voyez que ce délai augmente. Là, j'ai à peine la place de mettre mon rond rouge. Là, mon rond rouge, il rentre bien entre les deux. Hein? Donc là, ici, vous avez à peu près 240 millisecondes. Il y a un